Donc, bienvenue à cette quatrième session de cours pour la lettre. Donc, là, on a déjà, dans la troisième session, nous avons appliqué, nous avons fait des applications de la MMC au problème unidimensionnel et on a résolu. On pourra revenir en TD sur d'autres exemples, notamment en formulant des éléments à 3 nœuds. Puisque là, nous nous sommes arrêtés tout simplement aux éléments à 2 nœuds. Bien. Là, on commence donc la quatrième session avec les applications au problème plan. Alors, problème plan, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire que un nœud a 2 degrés de liberté, à savoir une translation horizontale U et une translation verticale V. Bien. Et dit qu'on est en problème plan, ça veut donc dire qu'en termes de géométrie, nous avons donc un repère ici X, Y. Et donc, chaque nœud a 2 coordonnées, une abscisse et une ordonnée. Voilà. L'élément le plus simple qu'on peut imaginer en plan, c'est donc un triangle à 3 nœuds. Donc, la procédure est toujours la même. Nous allons formuler ce triangle. Formuler ce triangle, je rappelle que formuler un élément, c'est calculer ses matrices élémentaires, notamment la matrice de rigidité et son vecteur force. Voilà. Et donc, vous savez donc déjà que pour formuler un élément, la première étape, évidemment, c'est de déterminer les fonctions d'interpolation. Ok. Donc, ici, alors, puisque les 2 degrés de liberté sont indépendants, on peut interpoler les U, c'est-à-dire les translations horizontales entre elles, et interpoler les translations verticales entre elles. Donc là, on dit qu'à ce moment-là, si on interpole les translations horizontales entre elles, ça veut donc dire à ce moment-là que nous aurions 3 degrés de liberté pour les translations horizontales, à savoir U1, U2 et U3. Même chose pour les translations verticales, V1, V2 et V3. Donc à ce moment-là, ça veut donc dire qu'en réalité, je peux considérer, bien que l'élément au total ait 6 degrés de liberté, on peut interpoler les translations horizontales entre elles et les translations verticales entre elles. Et à ce moment-là, j'aurai donc à traiter uniquement 3 degrés de liberté. Alors, si j'ai 3 degrés de liberté, alors la procédure d'interpolation dit que, en fait, on a autant de monomes de base dans le polynôme général d'interpolation qui a autant de degrés de liberté. Donc ici, si j'ai 3 degrés de liberté, alors mon polynôme général de l'interpolation aura donc 3 monomes de base. Et comme je suis en dimension 2, j'aurai donc le monome linéaire et puis le monome constant, pardon, A0 et les 2 monomes linéaires. Je rappelle que en dimension 2, on peut lister les différents monomes qui vont donc partir de ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors A0, c'est le monome constant. A1x et A2y, ce sont les monomes linéaires. A3, x au carré. A4, xy. A5, y carré sont les monomes quadratiques. On peut continuer. A6, x cube. A7, x au carré, y. A8, x, y au carré. A9, y au cube sont les monomes cubiques, ainsi de suite. Voilà. Donc, en fonction du nombre de degrés de liberté ou du nombre de nœuds, donc voilà les monomes de base qui vont constituer le polynôme général de l'interpolation. Ici, comme je n'ai que 3 monomes de base à prendre en considération, je vais donc prendre le monome constant et les 2 monomes linéaires.
Si par exemple mon élément avait 4 nœuds, je pourrais prendre les 3-ci et choisir un des monomes quadratiques pour compléter. Voilà. Alors maintenant, je peux prendre soit celui-ci, soit celui-là, soit celui-là. Ça va être, ça sera, le choix sera en fonction de la disposition des nœuds. Voilà. Donc, supposons que j'ai un élément à 6 nœuds. Si j'ai un élément à 6 nœuds, un élément à 6 degrés de liberté, c'est mieux de parler de degrés de liberté, puisque un nœud peut avoir plusieurs degrés de liberté. Si j'ai un élément à 6 degrés de liberté, alors je peux donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 monomes de base. Et le polynôme général de l'interpolation aura ces 6 monomes de base. Et maintenant, si par exemple je n'ai que 4 degrés de liberté, alors on dira que le polynôme sera incomplet. Puisque je vais prendre 3 monomes ici, et ici je serai obligé d'en prendre un seul. À ce moment-là, le polynôme de l'interpolation sera dit incomplet, puisque je n'aurai pas pris tous les monomes correspondant aux 3 lignes. Voilà. Et cette complétion du polynôme général d'interpolation a évidemment une incidence sur les séquences de solutions. Bien. Autre remarque, ici on peut remarquer que le triangle à 3 nœuds est un élément linéaire, puisqu'on voyait donc là que sa fonction de son polynôme d'interpolation est linéaire. Voilà, donc c'est la remarque que nous avons faite déjà pour la dimension 1, à savoir que en parabole de langage, donc on confond le type d'élément avec la nature de son interpolation. Alors ici, l'interpolation est linéaire, donc parabole de langage, on dirait également que cet élément est linéaire. Ceci aura évidemment des conséquences sur, par exemple, le vecteur force, c'est-à-dire la discrétisation des conditions limites en effort sur les nœuds. Absolument. Bien. Alors, donc, je peux interpeller les translations horizontales entre elles et les translations verticales entre elles. Voici l'interpolation générale et voilà la forme nodale de l'interpolation. Parce que ici, alors j'utilise les paramètres nodaux U1, U2, U3. Ici, j'utilise des paramètres généraux A0, A1 et A2. Et d'après la procédure générale, je vais écrire les conditions de limite géométriques. Voilà, à savoir que, voilà, U de X1, Y1, c'est-à-dire que U au nœud 1, ben c'est U1. Voilà, j'applique cela ici. U au nœud 2, c'est U2. Et U au nœud 3, c'est U3. Voilà. À partir de ces conditions aux limites géométriques, je détermine les paramètres généraux exactement comme on l'a fait en dimension 1. Voilà. Et en réinjectant la valeur de ces paramètres dans cette équation, on met l'interpolation sous forme nodale. Et on identifie ainsi les fonctions d'interpolation nodale et les fonctions d'interpolation. Il y en a évidemment trois. Alors, dans cette écriture, A désigne l'aire du triangle. XI, c'est X moins XJ. Voilà. Donc, voilà les fonctions d'interpolation que nous déterminons. Bon, là, il s'agit simplement de calcul. Après, donc, on détermine ces fonctions d'interpolation. À partir de là, on peut donc bâtir les matrices de rigidité. Je rappelle que les expressions n'ont pas changé. Les expressions des matrices de rigidité n'ont pas changé. À savoir que la matrice de rigidité K est toujours égale à la matrice de rigidité K est toujours égale à la somme sur oméga. Donc, K, c'est la somme sur oméga.
à E, le transposé de B fois C fois B. Exemple, d oméga E. Tandis que le vecteur force F, c'est toujours la somme sur oméga, le transposé de N fois F d oméga E plus transposé sur gamma TE de transposé de N fois T fois gamma d gamma TE. Donc, exactement comme en dimension 1, nous devons déterminer la matrice de transformation B pour les problèmes blancs, le tenseur des modules d'élasticité C pour les problèmes blancs. Étant entendu que les N sont déjà donnés, voilà, et quant à F et T, ce sont plutôt des données. Voilà, ce sont plutôt des données. Nous allons commencer par le tenseur des modules d'élasticité C. Alors, on sait que pour les problèmes blancs, en mécanique, on peut distinguer deux types. Le problème de contrainte plane et le problème des déformations planes. Voilà. Problème de contrainte plane et problème de déformation plane. Alors, au niveau physique, alors les problèmes de contrainte plane, voilà, ce sont des problèmes où une des dimensions est très très faible devant les deux autres. Et le chargement est contenu simplement dans le plan du feuillet moyen. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons par exemple une structure comme celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, voici par exemple la longueur, voilà la largeur, et voici l'épaisseur. Voilà. Alors, donc, l'épaisseur, ici, est très, très inférieure à la longueur et à la largeur. Donc, on va noter que E est très, très inférieur à L et E est très, très inférieur à L. Voilà. Si de plus, le chargement est contenu uniquement dans le plan du feuillet moyen, voilà, on dit donc qu'on a affaire à un problème de contrainte plane. Absolument. Pour les problèmes de déformation plane, ce sont les problèmes où une des dimensions est très supérieure aux deux autres, c'est-à-dire aux dimensions de la section plane. Les problèmes de tunnel, typiquement, sont des problèmes de déformation plane. Voilà. Les problèmes de tunnel sont typiquement des problèmes de déformation plane parce que la longueur du tunnel, voilà, est très supérieure aux dimensions de la section plane. Voilà. Et dans ce cas, en général, on va donc dire qu'on néglige. Alors, si je me munis ceci d'un repère comme celui-ci, X, Y et là Z, voilà. Alors, on va donc dire que les déformations suivant Z sont négligées. Et on ne considère que les déformations dans le plan XY. D'où le terme de déformation plane. Donc, les déformations dans le plan. Voilà. Donc, tous les problèmes où une des dimensions est très grande devant les deux autres, ce sont les problèmes de déformation plane. D'accord? Les problèmes de poutre, les problèmes de tunnel, ainsi de suite, les problèmes de baraque, par exemple, ce sont des problèmes de déformation plane. Par contre, les problèmes de plane sont généralement des problèmes de contrainte plane. Voilà. Alors, sur le plan mathématique, quand on a un problème de contrainte plane, alors, on va abréger CP. Quand on a un problème de contrainte plane, cela veut donc dire que je néglige les contraintes hors du feuillet moyen. Donc, si ici, je munis ceci de ce repère-là, voilà, donc cela veut donc dire que si j'appelle ceci par exemple X, Y et Z, alors ça veut donc dire que la contrainte suivante Z est négligée. Absolument.
Donc, en problème de contrainte plane, on a donc sigma 1, 3, sigma 2, 3 et sigma 3, 3 qui sont égaux à 0. Absolument. Donc, ça veut dire que ici, j'ai un problème de contrainte plane dans le plan 1, 2. Si j'ai un problème de déformation plane dans le plan 1, 2, ça veut donc dire que epsilon 1, 3, epsilon 2, 3 et epsilon 3, 3 sont tous nuls. Absolument. Voilà sur le plan mathématique. Alors, en réécrivant la loi de comportement, d'accord là, donc on revient à la théorie des lois de comportement RMC. Bon, là, je ne vais pas revenir dessus puisque ce sont des équations qui sont déjà complètement connues. Alors, en déformation plane, on en déduit donc que le tenseur des modules de l'élasticité, c'est pour la déformation plane. Voilà, le tenseur des modules de l'élasticité, C est donné par E, que multiplie 1 moins nu sur 1 plus nu fois 1 moins 2 nu. 1 plus nu fois 1 moins 2 nu. Tout ceci peut multiplier, puisqu'il s'agit d'une matrice, 1 nu sur 1 plus nu, 1 moins nu, pardon. 0, nu sur 1 moins nu, voilà, 1, 0, et ensuite 0, 0, et 1 moins 2 nu, le tout sur 2 fois 1 moins nu. Voilà, donc voici la matrice des modules de l'élasticité correspondant au problème de déformation plane. Voilà. Quant aux contraintes planes, voici l'expression de la matrice des modules de l'élasticité. Alors, c'est E sur 1 moins nu carré, facteur de 1 nu 0, nu 1, 0, et ensuite 0, 0, 1 moins nu, le tout sur 2. Voilà. Voilà. Donc voilà, nous avons donc réglé déjà le problème des matrices des modules de l'élasticité, que ce soit en situation de contrainte plane ou bien en situation de déformation plane. Bien. Maintenant, alors, je peux revenir sur mon élément. On a donc un élément linéaire, c'est-à-dire un triangle à 3 nœuds. Voilà. Par exemple, 1, 2 et 3. Alors, le vecteur des degrés de liberté élémentaire serait égal à quoi? Ben, ce serait égal à U1 V1, c'est-à-dire les translations horizontales et verticales du U1, U2 V2 et U3 V3. Donc, cela veut dire que mes matrices seront donc de taille 6, puisqu'il y a 6 degrés de liberté au total. Mais je précise qu'on a interpolé les translations horizontales entre elles et les translations verticales entre elles. Voilà. Et à partir de là, je vais donc dire que, ok, alors, la matrice des fonctions d'interpolation, dans ce cas, grand N, voilà, vaut, voilà, alors, N1,
0, N2, 0, N3, 0, 0, N1, 0, N2, 0, N3. Voilà. Pour que mathématiquement, hein, je puisse écrire que, voilà, UE, voilà, pour que mathématiquement je puisse écrire que UE est égal à la matrice des fonctions d'interpolation multipliée par que U est égal à N fois UE. De la même manière, je peux donc dire que V est égal à N fois V est égal à N fois donc UV, pardon, alors c'est plutôt UV comme vecteur. Hein, alors U et V, voilà, c'est égal à ça. Hein. Vous voyez donc à partir de cette équation, je peux écrire que U est égal à. Donc, ici, voici N et voici UE. Donc, ça vient de faire N1 fois U1 plus N2 fois U2 plus N3 fois U3. Tandis que V, alors, donc, je multiplie la deuxième ligne par ce vecteur. Ça vient de faire donc V égale à N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3. Absolument. Voilà. Bien, maintenant, il ne nous reste qu'à trouver B. Mais je rappelle que B, c'est tout simplement la matrice de transformation, c'est-à-dire la matrice qui traduit la cinématique. Hein, la cinématique de l'élément. Le mode de déformation de l'élément. C'est la matrice qui est le rapport entre le déplacement et la déformation. Alors, donc, pour cela, nous devons rappeler. Alors, j'aurais pu laisser quand même, c'est pas grave, après. Pour cela, nous allons rappeler que notre cinématique, c'est une cinématique souple. Nous avons dit que nous faisons la cinématique en HPP. Voilà, nous faisons la cinématique en HPP, c'est-à-dire que cinématique en HPP, cinématique en HPP, ça veut tout simplement dire que je vais considérer que 2 fois epsilon ij est égal à ui virgule j plus uj virgule i. Absolument. Voilà. Donc, en appliquant ceci-là, nous allons donc identifier la matrice B. Voilà. Nous allons identifier la matrice B. Ici, puisque nous sommes dans le plan, alors, théoriquement, le tenseur epsilon sera donc un tenseur normalement symétrique qui donne epsilon 1, 1, epsilon 1, 2, epsilon 1, 3, epsilon 1, 2, epsilon 2, 2, epsilon. Je suis dans le plan, donc je n'ai pas de choix. Je suis dans le plan, donc je n'ai pas de choix. Epsilon 2, 2, et c'est tout. Voilà. Si je suis dans le plan, voilà la présentation matricielle du tenseur de déformation. Voilà. Alors, de façon vectorielle, on peut donc dire que epsilon, en réalité, c'est epsilon 1, 1, epsilon 2, 2, et puis epsilon 1, 2. Parce que là, il n'y a que 3 composantes indépendantes. Absolument. Avec epsilon 1, 1, ou bien epsilon xx, qui n'est autre chose que u virgule x. Voilà. Epsilon 2, 2, voilà, ou bien epsilon y, ce n'est autre chose que v virgule y. Voilà. Tandis que epsilon 1, 2, c'est en réalité epsilon xy, voilà, tel que, voilà, 2 fois epsilon 1, 2 soit égal à epsilon u est égal à u virgule y plus v virgule x. Absolument. Voilà. Donc voilà la cinématique, puisque là maintenant, je suis dans une cinématique plane.
Je traduis donc la cinématique en HPP pour un problème plan. Voilà. Alors, les équations sont là, exactement. Donc, chacun peut prendre, on dérive. Les N1 sont déjà connus. J'ai donné les formules de N1, N2 et N3 précédemment. Voilà. Avec cela, on va donc trouver que la matrice B, ce n'est autre chose que, voilà, on va trouver que la matrice B, ce n'est autre chose que, voilà. Alors, N1,x, 0, N2,y, N2,x, pardon, N2,x, 0, N3,x, 0. Ensuite, 0, N1,y, 0, N2,y, 0, N3,y. Donc, c'est une matrice 3,6. Alors que la matrice N, c'est une matrice 2,6. Et enfin, j'aurai donc ici N1,y, N1,x, N2,y, N2,x, N3,y et N3,x. Voilà. Et comme on a les N1 et N2, on peut faire directement la dérivée. Et on va donc trouver que B est égal à 1 sur 2A que multiplie. Voilà. Y2, 3. 0. Y3, 1, 0. Ensuite, Y1, 2, 0. Alors, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est 0x fois 2. 0, x1, 3. Et 0, x2. Et enfin, j'aurai x fois 2, y2, 3, x1, 3, y3, 1. X2, 1, Y1. Hein? Et donc, on peut directement donc déduire la matrice de rigidité, puisque je rappelle que la matrice de rigidité, ce n'est autre chose que KE égale à intégrale sur oméga E, le transposé de B fois C fois B fois D oméga E. Alors, on peut remarquer que, puisque l'élément est linéaire, voilà, puisque les fonctions d'interpolation sont linéaires, leurs dérivées sont des constantes. Tout le monde peut le voir là. Les fonctions N sont des fonctions linéaires, donc leurs dérivées sont des constantes. Donc, ça veut donc dire que C est constant, B est constant. Voilà, et donc ça veut donc dire que je peux retirer tout ceci de l'intégrale. Ça va donc me faire transposer de B fois C fois B, le tout somme sur oméga E de D oméga E. Voilà. Or, somme sur oméga E de D oméga E, c'est autre chose qu'oméga E. Voilà. Donc, je peux donc dire que ça, c'est autre chose que transposer de B fois C fois B fois oméga E, tout simplement. Mais oméga E, comme je suis en dimension 2, je peux dire que oméga E, ce n'est autre chose que l'air multiplié par l'unité. Voilà. Hein, puisque là, c'est un volume. Un volume, c'est une surface multipliée par une dimension qui est perpendiculaire à la surface. Voilà. Et donc, dans le sens, puisque j'ai un problème plan, donc je vais donc prendre que hors du plan, la dimension, c'est l'unité. Voilà. Et à ce moment-là, on va donc déduire que ceci, ce n'est autre chose que transposer de B fois C fois B, voilà, fois A. Tout simplement.
Voilà. Bien, maintenant, il nous reste à trouver le vecteur force. Alors, pour trouver le vecteur force, il faut faire une hypothèse sur F et T, c'est-à-dire les conditions aux limites en effort imposé. Alors, je vais supposer que, alors, mon élément qui est ici, par exemple, voici le nœud 1, voici le nœud 2, et voici le nœud 3. Alors, je vais supposer que, ici, j'ai une force surfacique, voilà, qui vaut F, voilà, avec aux coordonnées Fx et Fy. Imposé sur le côté 2, 3. Et à l'intérieur de l'élément, je suppose que j'ai la force de la densité volumique d'effort F, c'est-à-dire que dont les composantes sont Fx et Fy. Alors, je rappelle qu'ici, je suis dans le plan, donc ça veut donc dire que les quantités deviennent vectorielles avec deux composantes. Voilà, avec deux composantes. Voilà. Alors, en intégrant ceci, alors l'intégration est assez simple, on va donc trouver que FE, c'est-à-dire le vecteur second membre, est égal à A tiers que multiplie Fx, Fy, Fx, Fy, Fy. Je rappelle que la taille de matrice est 6, puisqu'on a en tout 6 degrés de liberté. Alors, donc ça, c'est la discrétisation des forces volumiques. Maintenant, plus la discrétisation des forces surfaciques, ça va donc faire L de 3, c'est-à-dire la longueur de la frontière de 3, voilà, sur 2, multiplié par 0, 0, Fx, Fy, et Fx, Fy. Alors, l'interprétation de cette discrétisation est extrêmement simple. Voilà. Ça veut tout simplement dire que, alors, ici, on rappelle que Fx est une densité de force, dans le sens x, dans une densité volumique. Alors, si je multiplie une densité volumique fois un volume, puisque A, c'est sous-entendu A fois 1, c'est-à-dire un volume, alors j'aurai une force. Et ça veut donc dire que A fois F est une force, et donc, ça veut donc dire que chaque nœud prend un tiers. Voilà. Et donc, cette répartition souple, ça revient à la demande de tiers, et relative au fait qu'on a affaire à un élément linéaire. Donc, c'est pour cela que la discrétisation des conditions limites de force est égalitaire entre les trois nœuds. Voilà. Pour la force surfacique, on note que Fx est une densité surfacique. Alors, L de 3, ici, c'est une longueur, mais c'est sous-entendu une surface puisqu'on va multiplier ceci par 1. Voilà. Donc, L de 3 fois Fx, en réalité, ça donne une force. Et donc, si je mets une force, là, la moitié est prise par le nœud 2 et la moitié est prise par le nœud 3, et c'est normal. Le nœud 1 ne prend rien, puisqu'il n'y a pas de là, le nœud 1 ne sent pas cette force surfacique. Voilà. Donc voilà, exposé de façon complète, voilà, la matrice de la formulation de l'élément triangulaire à 3 nœuds. Je rappelle que c'est l'élément le plus simple en dimension 2. Alors, exactement comme hier, ces quantités-là sont calculées une fois pour toutes. C'est-à-dire que si j'ai affaire à un triangle à 3 nœuds pour la mécanique des milieux continus, alors la matrice de rigidité est celle-ci, le vecteur force est celui-là. Donc, on n'a plus besoin de faire ce calcul. On stocke ces quantités-là une fois pour toutes. Si on en a besoin, on fait un rappel de mort, on utilise tout simplement. Voilà.
Et c'est ce qu'en réalité, les logiciels de calcul font. D'accord? Quand vous avez un menu, par exemple, là, dans le logo, où il y a une barre à 2 nœuds, un triangle à 3 nœuds, dès que vous cliquez sur l'élément, alors il charge en mémoire les matières de rigidité correspondantes, puisque c'est calculé une fois pour toutes. Voilà. Bien, maintenant, on va faire une application. On va faire une application. Alors l'application, il va s'agir de simuler. Il va s'agir de simuler un essai de compression évolutive. Alors, application. Voilà, c'est donc simulation d'un essai de compression volumétrique. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, une compression volumétrique, alors cela signifie que ici, on n'accepte pas, on n'autorise pas de déformation latérale. Voici un échantillon de sol. Voilà un échantillon de sol qui subit une compression. Voilà, mais on bloque toutes les déformations latérales. Voilà, on bloque toutes les déformations latérales. Voilà, évidemment, comme l'échantillon est sur un socle, on bloque également ces déformations. Voilà ce que c'est qu'un essai de compression volumétrique. Voilà, c'est-à-dire que je comprime un échantillon, mais en empêchant les déplacements ou bien les déformations latérales. Alors, on donne un problème comme celui-ci et on demande de trouver le champ de déplacement, comme d'habitude, le champ de déformation, le champ de contrainte et éventuellement les réactions de liaison pour vérifier si la structure est globalement en équilibre. Alors, comme donnée, alors on va appeler cette pression uniforme P. On va supposer que l'échantillon est carré de côté unité. Je n'avais pas tort. On va supposer que ça, c'est le nœud A, le nœud B, le nœud C et le nœud D. Alors, on va considérer que ce problème est un problème de contrainte plane. Avec E égale à l'unité et l'U égale à 0,2. Voilà. Il faut savoir que pour les simulations numériques, les valeurs numériques des paramètres n'ont pas beaucoup d'importance. Donc, c'est ça que je peux mettre ici E égale à 1. Bon, E égale à 1, ça correspond à quoi? Bon, ça correspond à un matériau de façon précise. Là, on sait que c'est une simulation numérique. Alors maintenant, si on veut simuler un vrai matériau, alors là, on va mettre la vraie valeur de E. Voilà. Mais pour les simulations numériques, bon, ben, on prend les paramètres, bon, voilà, les voilà. Donc, voilà typiquement un problème de mécanique de milieu continu. Voilà. Donc, ça là, on ne peut pas considérer ça comme un TD relatif à ce chapitre. Bon, on connaît la procédure classique. Premièrement, il faut mailler la structure. Deuxièmement, faire une boucle séquentielle sur les différents éléments et déterminer les matrices élémentaires. Ensuite, faire l'assemblage, résoudre le système, déterminer l'inconnu principal et appliquer les inconnus secondaires. Donc, nous allons appliquer textuellement cette procédure-là. Voilà. Alors, pour la
le maillage, je vais considérer que, voilà, cet élément a 4 nœuds au total, à savoir le nœud 1, le nœud 2, le nœud 3 et le nœud 4. Voilà, avec 2 éléments, à savoir ici l'élément 1 et l'élément 2. Voilà. Donc, c'est ça le maillage. Je rappelle que mailler, ça veut dire choisir d'abord un type d'élément. Et maintenant, alors, vous choisissez plusieurs types d'éléments, puisque dans un maillage, on peut retrouver plusieurs types d'éléments. Voilà. Choisissez donc les types d'éléments, le ou les types d'éléments, et choisissez surtout le nombre d'éléments qu'on utilise pour la ségrégation. Alors là, comment on a fait un calcul manuel? Bon, on ne peut pas prendre un nombre d'éléments très important, puisque nous voulons dérouler le calcul manuellement, et c'est effectivement en déroulant le calcul manuellement que tout le monde va comprendre ce que les logiciels de calcul font et éventuellement pouvoir bien interpréter les résultats. Voilà. Donc, voilà mon maillage. Je considère donc que ici, j'ai 2 éléments triangulaires à 2 nœuds, 2 éléments triangulaires à 3 nœuds, pardon, hein, puisque c'est le seul élément que nous avons formulé en dimension 2. Voilà, et donc, ça veut donc dire que j'ai au total 4 nœuds. Avec cette numérotation-là qui est la numérotation globale. Absolument. 4 nœuds. Alors, tout le monde comprend donc que, globalement, ce problème est à 8 degrés de liberté. 8 degrés de liberté. Et ce nombre de degrés de liberté va définir la taille et le cas et la taille évidemment de S. Qui seront les matrices globales et de rigidité et de vecteur force. Donc la matrice K, la matrice générale K assemblée sera 8,8 et la matrice et le vecteur F assemblé sera 8,1. Donc là, on a fini avec le maillage. Maintenant, on va faire dans la boucle séquentielle sur les différents éléments pour trouver les matrices élémentaires. Alors, pour cela, je vais supposer donc que je vais isoler d'abord l'élément 1. Voilà, l'élément 1. Si on le prend, il est comme ceci donc. Voilà, avec ici la numérotation globale. Ici, j'ai le nœud 1. Et ici, j'ai le nœud 3. Et ici, j'ai le nœud 4. Voilà la numérotation globale. Alors, comme je suis en repère local, il faut déterminer également une numérotation locale. Alors, je vais prendre que localement, ce nœud-là, c'est le nœud 1. Localement, ce nœud-là, c'est le nœud 2. Et localement, ce nœud-là, c'est le nœud 3. À ce moment-là, j'ai besoin de la table de connectivité. La table de connectivité, c'est tout simplement la relation entre les nœuds de l'élément et ses coordonnées. Absolument. Alors, le vecteur des abscisses x, c'est, et donc, si je suppose que l'origine du repère est en 1, alors donc, j'aurai x1, c'est 0. x2, localement, je parle, localement, c'est-à-dire la numérotation en bleu. x2, c'est 1, et x3, c'est 1. Absolument. Tandis que le vecteur des ordonnées, c'est y1, c'est 0. y2, c'est 0. Et y3, c'est 1. Avec cela, on trouve donc le vecteur B1, voilà, dont nous avons donné l'expression précédemment, qui va donc donner, voilà, moins 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 1, et puis
Absolument. Voilà, bien. Oui. Quelqu'un demande pourquoi ce n'est pas 6 DDL. Hein? Quelqu'un demande pourquoi ce n'est pas 6 DDL. Alors, ok, bonne question. Alors, il y a un étudiant qui demande pourquoi on n'a pas affaire à 6 degrés de liberté. Bonne question. Ok. Alors, tout le monde constate ici, si on isole un élément, évidemment, l'élément a 6 degrés de liberté. Puisque ici, nous avons affaire à 2 éléments. Voilà. Un élément à lui seul a 6 degrés de liberté. Cet élément à lui seul a 6 degrés de liberté. Mais quand on fait l'assemblage, on aurait 8 degrés de liberté. Pourquoi? Mais parce que globalement, cette structure a 4 nœuds. 1, 2, 3, 4. Donc, puisque chaque nœud a 2 degrés de liberté, ça fait bien 4 fois 2, ça fait 8 degrés de liberté. Voilà. Mais chaque élément pris individuellement a 6 degrés de liberté. Voilà, ceci correspond à cette numérotation locale-là qui est en bleu. Voilà. J'espère que je réponds à cette question. Bien. Une fois que j'ai calculé V1, il suffit que je calcule C. Il suffit que je calcule C. Donc, la matrice des modules de la cécité. Alors, avec E1 égale 0,2, on va trouver que C est égal à 1 sur 0,96 que multiplie 1, 0,2, 0, 0,2, 1, 0, ensuite 0, 0 et 0,4. Absolument. Et ensuite, je vais donc calculer directement. Et puis, il faut préciser que A1, c'est-à-dire l'air du premier élément, ben c'est quoi? Puisque ça, c'est un carré de côté 1. Donc, l'air ici, c'est 1 fois 1 sur 2. Ça fait donc 1 demi. Absolument. D'accord? Voilà. Avec ça, je vais donc trouver que K1. Je vais donc trouver que K1. Je vais donc trouver que A1, K1, c'est-à-dire la matrice de rigidité de l'élément 1 pris dans son repère local, la matrice de rigidité K1 pris dans son repère local, c'est donc transposé de B1 fois C fois B, le tout fois A1 fois B1 fois A1. Voilà, parce que la matrice, c'est la même pour les deux éléments. Donc, c'est pour ça que ça ne porte pas de numéro. Voilà. Voici B1, voici A1, voilà C. Tout le monde peut multiplier. Voilà. Et on va donc trouver que B est égal à, K est égal à 1 sur 0,1,92 que multiplie. Puisque pour l'instant, j'ai affaire à une matrice locale, d'accord, une matrice locale, évidemment, j'aurai une matrice 6. Puisque c'est une matrice qui est relative à l'élément 1, qui n'a que 3 nœuds, puisque ce sont des éléments linéaires, ce sont des triangles à 3 nœuds. Donc, évidemment, j'aurai une matrice 6. J'aurai 1, 0, moins 1, 0,2, 0 et moins 0,2. J'aurai 0,4, 0,4, alors, moins 0,4, moins 0,4, 0. Ensuite, j'aurai 1,4, moins 0,6. Voilà. Moins 0,4, 0,2. Ensuite, on aura 1,4, 0,4, moins 1. Ensuite, on aura 0,40. Et ensuite, 1. Voilà. Voilà. Et cette matrice est symétrique. Donc, quand la matrice est symétrique, je peux noter tout simplement soit le triangle supérieur, soit le triangle inférieur. Étant entendu que si on veut reconstituer toute la matrice, ben, on le porte tout simplement. D'accord? Donc, ça facilite la notation.
Bon, on peut remarquer que cette matrice est symétrique et singulière. En effet, si vous faites la somme des termes de toutes les lignes et de toutes les colonnes, vous trouvez 0. Et c'est ça, c'est une indication de la singularité. 1 moins 1, ça donne 0. 0, 2 moins 0, 2, ça va donner 0. Ici, je vais avoir 0. 0, 4 moins 0, 4, ça va donner 0. 0, 4 moins 0, 4, ça va donner 0. Donc, si vous faites la somme de tous les termes de lignes et de colonnes, vous trouvez 0. Cela, c'est une indication comme quoi cette matrice est singulière, c'est-à-dire que son déterminant est nul. Bien. Autre remarque, c'est qu'il faut maintenant noter les degrés de liberté correspondant à cette matrice. Les degrés de liberté, ici, on a une matrice, puis on a une numérotation globale qui est en noir. 1, 3, 4. On a une numérotation locale qui est en bleu. 1, 2, 3. Alors, puisque tout à l'heure, on va projeter cette matrice dans le repère global, il faut donc directement indiquer par rapport à quel degré de liberté cette matrice est écrite. 1, c'est 1. Donc, ça veut donc dire que ici, j'aurai bien U1, V1. Alors, 2, c'est 3. Donc, ça veut donc dire que j'aurai ici U3, V3. Et 3, c'est 4. Donc, j'aurai ici U3, U4, pardon, V4. Voilà. En ligne comme en colonne, ça veut donc dire que ici, j'aurai U1, V1. Ici, j'aurai U3, V3. Ici, j'aurai U4, V4. Absolument. Alors, tout le monde constate que, ici, par rapport à l'élément 1, le nœud 2 ne participe pas. Le nœud 2 ne participe pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut donc tout simplement dire que pour projeter cette matrice dans le repère global, il suffit de créer ici des lignes et des colonnes qui correspondent au degré de liberté U2 et V2 et remplir cela par des zéros, tout simplement. Voilà. Donc, on va directement écrire ici que K'1, voilà, on va directement écrire que K'1 est égal à 1 sur 1,92 que multiplie. Voilà. Alors, tout ce qui est U1, U3, U4 ne bouge pas. Donc, je vais donc mettre ici 1 et 0. Ensuite, maintenant, il y a une V2 qui ne participe pas. Donc, je vais mettre 0, 0. Et ensuite, je continue. Moins 1, 0, 2. Et 0, moins 0, 2. Tout le monde voit là maintenant qu'on a 8 degrés de liberté. Absolument. Voilà. Et le reste, c'est un changement. Ensuite, je vais écrire donc ici 0,4, 0, 0. 0,4, moins 0,4, moins 0,4 et 0. Voilà, la troisième ligne, je vais donc avoir ici 0, voilà, je vais donc commencer par 0, 0, ici 1,4, moins 0,6, moins 0,4, alors là il faut d'abord que j'ai des 0 partout, puisque ici, je vais donc avoir, ça c'est 1, 2, donc ici je vais donc avoir des 0 partout. Voilà. Alors, la meilleure manière de faire pour ne pas se tromper, c'est de mettre d'abord les degrés de liberté avant d'écrire. Alors, je sais que ici, j'ai U1, V1, U2, V2, U3, V3 et U4, V4. Voilà. Donc, on voit directement que tout ce qui est U2, V2 est nul. Ici, pareil, U1, V1, U2, V2, U3, V3. U4, V4. Voilà, là c'est plus simple. On remplit simplement. Voilà. Vous savez que donc partout ici, j'aurai donc encore 4 colonnes ici qui sont nulles. Voilà. Voilà, tout simplement.
Et ensuite, maintenant, je remplis le reste. Voilà. Je porte le reste et puis je mets. Donc là, j'aurai 1,4 moins 0,6 moins 0,4 et 0,2. Voilà. 1,4, 0,4 moins 1, 0,4, 0 et puis 1. Voilà. Donc j'ai déjà projeté la matrice K dans le repère global. Voilà. Tout le monde a compris cela. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions. Donc là, j'ai fini avec l'élément 1. Je passe à l'élément 2. Je passe à l'élément 2. Alors, l'élément 2, alors, je rappelle, il est comme ceci. Alors, pour l'élément 2, voilà. Alors, voici sa configuration. Voilà. Alors, je rappelle que pour la numérotation globale, c'est les nœuds 1, 2 et 4. Voilà. Tandis que pour la numérotation locale, je peux toujours prendre 1, 2 et 3. Je peux toujours prendre 1, 2 et 3. Voilà. Seulement pour la numérotation globale. Bon. Toutes ces numérotations-là sont évidemment subjectives. D'accord? Toutes ces numérotations-là sont subjectives. Mais quelle que soit la numérotation que vous prenez, chacun va retomber sur ce qui est. Bien. Maintenant, si je veux vous évaluer, évidemment, je vais vous imposer au moins la numérotation globale pour que tout le monde travaille sur la même base. Sinon, la correction sera un peu compliquée. Absolument. Voilà. À ce moment-là, toujours pareil, le vecteur des abscisses, ça va donc être 1, 0, 0. Voilà. Les ordonnées Y, ça va faire donc 1, 1, 0. Voilà. Ce qui fait que B2, voilà, sera égal à 1, 0, 0. Voilà. 0, 0, 1. Voilà, moins 1, 0, 1. Voilà, 0, 1, moins 1. Ensuite, 0, 0, moins 1. Voilà, et puis 0, moins 1, 0. Donc, voilà que là, j'ai évidemment donc 6 termes. 6 termes, puisque je suis en repère local. Voilà. Alors, A2 est toujours égal à 1 demi, ça, il n'y a pas de problème. L'air du deuxième élément, c'est toujours 1 demi, puisque c'est base fois hauteur sur 2, donc c'est toujours 1 demi. Voilà. Alors, avec ça, je vais donc calculer directement que K2, voilà, est égal à transposer de B2 fois C fois B2 fois A2. Voilà. Et on va donc trouver 1 sur 1,92 que multiplie. Voilà. 1, 0 moins 1. Voilà. 1, 0 moins 1. 0, 2, 0 moins 0, 2. 0, 2, 0, moins 0, 2. Voilà. Ensuite, 0, 4, 0, 4. 0, 4, 0, 4. Moins 0, 4. Moins 0, 4. Et puis 0. Ensuite, 1, 4, moins 0, 6. Moins 0, 6. Voilà. Moins 0, 6. Moins 0, 4, 0, 2. Voilà. Ensuite, 1, 4, 0, 4 et moins 1. Ensuite, 0, 4 et 0. Et ensuite, 1. Voilà. Ensuite, 1. Alors maintenant, le plus important, c'est de noter par rapport à quel degré de liberté j'ai écrit tout ça. Alors, vous voyez donc ici,
1, c'est 4. Donc, ça veut donc dire que ici, c'est U4, V4. 2, c'est 2. Donc, ici, c'est U2, V2. Et 3, c'est 1. Donc, ça veut donc dire que ici, c'est U1, V1. Voilà. Absolument. Alors, maintenant, il faut donc, pour écrire K', on voit donc que c'est le nœud global. C'est le nœud global 3 qui ne participe pas. Donc, on doit ouvrir ici, on doit d'abord remettre ça en ordre dans le même ordre ici. U1, V1, ainsi de suite. Et ouvrir, et là, on a U fois V3, on met 0, dans encore là, et en ligne. Ça va nous donner donc K'2. Et pour l'assemblage, on va faire donc une somme brute, tout simplement. Voilà. Bien. Maintenant, pour le vecteur force, bien. On peut noter que, alors je rappelle que l'élément, la structure est comme ceci, avec donc ici le nœud 1, 2, 3 et 4. Et le chargement est ici. Donc ça veut donc dire que le chargement est tout simplement sur l'élément 2. L'élément 1 n'est pas chargé. Hein, d'accord? Donc, hein, la force, on peut même directement déjà l'écrire. On va donc dire que le vecteur force globale, c'est tout simplement, donc, le vecteur force globale, c'est tout simplement, voilà, 1,5, voilà, que multiplie. Donc, je multiplie, ou bien P sur 2 directement, voilà. P sur 2, que multiplie directement. Au nœud 1, il ne semble rien, ça fait 0, 0. Au nœud 2, dans le sens X, il ne semble rien, dans le sens Y, il vaut 1. Au nœud 3, il ne semble rien. Au nœud 4, dans le sens X, il ne semble rien, et dans le sens Y, il vaut 1. Voilà. Ensuite, maintenant, on va faire l'assemblage. On va faire l'assemblage. Alors, maintenant, on va faire l'assemblage. Ce F-là, c'est déjà assemblé, puisque le nœud 1 ne supporte, l'élément 1 ne supporte rien. Donc, tout ce que supporte la structure, c'est uniquement ce que supporte le nœud 2. Bien. Voilà. Alors, en faisant l'assemblage, c'est-à-dire qu'en additionnant K'2 et K'1, d'accord? Alors, je rappelle que K'2, bon, c'est la même procédure, hein, il suffit donc de reprendre ces termes-ci en les mettant dans l'ordre, dans le même ordre là, puisqu'on ne peut pas additionner deux matrices qui ne sont pas relatives au même repère. Il faut que ce soit relatif au même repère. Et donc ici, c'est le nœud 3 qui ne participe pas, donc vous faites exactement comme moi là. Ici, c'est plutôt U3, V3 qui seront tous nous. Voilà. Après avoir fait cela, donc on va trouver donc la matrice assemblée suivante. On va trouver la matrice assemblée suivante. On va trouver la matrice assemblée suivante que grand K assemblée, cela donc égal à, ça va être égal à 1 sur 1,92 que multiplie. Alors là maintenant, vous aurez donc une matrice 8, 8. Voilà, là c'est tout à fait normal. Maintenant, vous aurez une matrice 8, 8. Alors vous aurez 1, 4, 0, 1,4, 0, moins 0,4, 0,4. Moins 1, 0,2. Et enfin, 0, moins 0,6. Voilà. Ensuite, 1, 4, 0, 2. Moins 1, 0, 4. Moins 0,4, moins 0,6. Enfin, 0.
troisième ligne, j'aurai 1, 4, moins 0,6. 0, 0, moins 1, et 0, 4. La quatrième ligne, j'aurai 1, 4, 0, 0. 0,2 et moins 0,4. La cinquième ligne, j'aurai 1, 4, moins 0,6. Moins 0,4 et 0,2. La sixième, j'aurai 1, 4, 0,4, moins 1. La septième, j'aurai 1, 4 et 0. Et la huitième, 1, 4. Voilà. Cette matrice est également symétrique. La matrice ensemble. Et donc là, tout le monde comprend bien que ceci est relatif à U1, V1, U2, V2, U3, V3 et U4, V4. Alors, on peut remarquer également que cette matrice est symétrique et singulière. En effet, si vous prenez la somme de tous les termes de ligne et de colonne, c'est toujours égal à 0. Alors, vous, ici, vous aurez pour ceci annule ça. Voilà. Ensuite, si vous faites 1,4 et 0,2, ça va faire 1,6 qui annule moins 1,6, ainsi de suite. Voilà. Ici, il y a 0. Si vous faites 1,6 ici, il annule moins 1,6, et puis là, les deux là, ça annule, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la somme des termes de chaque ligne et de chaque colonne est nulle. Ça, c'est une indication de la singularité de la matrice. Voilà. Donc, ici, on arrive également à une matrice singulière, et donc, je dois donc résoudre K fois U égale à F. Voilà. Sachant que la matrice est singulière, on ne peut donc pas éliminer U dans cette équation. Parce que dans ce cas-là, U est indéterminé. Voilà. Ça, c'est la mathématique qui nous dit. Voilà, si la matrice K est singulière. Donc maintenant, sur le plan physique, il faut prendre en compte les degrés de liberté pour pouvoir régulariser la matrice. Hein? Parce que le contraire de singulier, c'est régulier. Je rappelle que les conditions limites pour limites sont celles-ci. Voilà. Là, ces déformations-là sont bloquées. Ces déplacements-là sont bloqués. Voilà. Ces déplacements-là sont bloqués. Ces déplacements-là sont bloqués. Voilà. Ces déplacements-là sont bloqués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de conditions pour limites, voilà. Alors, U1 est égal à V1 égale à 0. Voilà. U3 est égal à V3 égale à 0. Parce que ce nœud-ci est bloqué horizontalement et verticalement. Ici, pareil. Par contre, les nœuds 2 et 4 sont bloqués tout simplement horizontalement. Donc, ça veut donc dire que U2 est égal à U4 égale à 0. On dirait donc que les seuls significatifs, c'est V2 et V4. Tous les autres degrés de liberté sont nuls, absolument, sauf V2 et V4. Alors, qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut donc dire que... J'ai une question. Pour trouver... Question, oui? Oui, Paul, je voulais savoir si le cas qu'on obtient à la fin, là, c'est l'addition des deux cas primes du premier et du deuxième système, ou bien c'est l'addition de quoi? Absolument, absolument. Le cas qui est ici, c'est le cas déjà assemblé. Absolument. C'est l'assemblage des deux cas primes? Oui, c'est l'assemblage des deux cas primes, oui, absolument. Merci, Paul, c'est tout ce que je voulais savoir, merci. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a une étape là, je vous ai laissé le soin de faire la deuxième étape, la deuxième étape là, c'est-à-dire d'écrire vous-même cas prime 2. Oui, oui, ça c'est d'accord. On est d'accord, pauvre. D'accord, ok. Donc maintenant, j'étais donc sur les conditions limites.
Vous voyez donc que ici, il n'y a que deux degrés de liberté significatifs. C'est-à-dire V2 et V4. Ça veut donc dire que ici, je peux éliminer 6 lignes et 6 colonnes correspondant à tous ces degrés de liberté. Alors, je regarde U1, je l'élimine. V1, je l'élimine. En ligne et en colonne, évidemment. Ensuite, U3, V3. Je regarde U3. Donc, c'est à partir d'ici. Je les élimine. U3 et V3, je les élimine. Ça veut donc dire que ici également, je les élimine. Ensuite, je regarde U2. U2, je l'élimine. C'est voici U2. Et j'élimine encore U4. Le voici U4. Le voici U4. Tout le monde voit donc qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il me reste tout simplement 4 termes qui ne sont pas éliminés, à savoir celui-ci, 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 et celui qui doit être là. Et comme la matrice est ici, donc ça veut donc dire que Le signal vidéo est perdu. Je vous en prie, le signal vidéo est parti là. Donc, que multiplie 1,4, moins 0,4, moins 0,4, 1,4, tout ceci que multiplie V2, V4 est égal à quoi? Je regarde également ici. Qu'est-ce qui correspond à V2 et V4? Ça c'est U1, U2, U1, V1. La qualité de l'image, s'il vous plaît, elle n'est pas bonne. On a un souci de la qualité d'image. Il y a eu perte direct. Nous avons perdu le fil tout à l'heure, prof. Et puis là, la qualité de l'image est rentrée un peu sombre. Ah, la qualité de l'image, hein? Oui, l'image est inversée. Hein? L'image est inversée. Et en plus, c'est sombre. D'accord. L'image est inversée. Ok, d'accord. C'est bon maintenant? C'est bon? Non, vous avez réinversé dans l'autre sens encore. Vous avez traversé l'angle droit avec ça. Vous avez pivoté l'image. Voilà. Là, c'est bon? C'est bon avec la position, mais la visibilité n'y est pas. La visibilité, oui, on a. C'est bon comme ça? Vous avez encore regardé là. La position était déjà bonne. Il faut régler seulement la visibilité. La visibilité, vous approchez un peu quoi? Essayez de l'approcher un peu. Oh non. Là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. D'accord. Donc, tout le monde a compris la détermination de la matrice réduite là? Tout le monde a compris la détermination de la matrice réduite pour en prenant en compte les conditions. On n'a pas compris, prof. L'image est dérangée là, on n'a pas suivi. On n'a pas suivi. On n'a pas compris, comme ça dérangeait là. Vous n'avez pas suivi? Non, prof, on n'a pas bien compris. Bon, je reprends. Voici la matrice assemblée. La matrice assemblée, comme vous pouvez le constater, c'est une matrice singulière. Ça veut dire que son déterminant est nul. Bon, si le déterminant de cette matrice est nul, je ne peux pas éliminer U dans cette équation, puisque K-1 n'existe pas. Donc, il faut que je prenne en compte les conditions aux limites pour trouver la matrice réduite. Et maintenant, alors,
qu'est-ce qu'on fait pour trouver la matrice réduite? On élimine les lignes et les colonnes correspondant au degré de liberté imposé, c'est-à-dire connu. Donc ici, il y a 6 degrés de liberté connus, donc j'élimine 6 lignes et 6 colonnes. Et il ne me reste donc que 2 lignes et 2 colonnes, qui correspondent au degré de liberté significatif, qui sont donc V2 et V4. Est-ce que c'est clair? D'accord, prof, c'est compris. D'accord. Bien, maintenant, je peux donc résoudre cette équation réduite. Je peux donc résoudre cette équation réduite et je vais trouver que V2 est égal à V4 et je vais trouver que V2 est égal à V4 égal à 0,96P. Voilà. Donc, ça nous permet de répondre à la première question, à savoir que le champ de déplacement U est égal à U1 c'est 0, V1 c'est 0, U2 c'est 0, V2 c'est 0,96P, U3 c'est 0, V3 c'est 0, U4 c'est 0 et V4 c'est 0,96P. Donc voilà la première, j'ai répondu à la première question. Voilà le champ de déplacement. Maintenant, je dois trouver donc les champs de déformation et les champs de contrainte. Alors, comme je vous l'avais dit, ce sont des quantités locales. Donc maintenant, je dois revenir sur chaque élément. Voilà, je dois revenir sur chaque élément et écrire que, je dois revenir sur chaque élément et écrire que, par exemple, epsilon 1, voilà, maintenant qui est un vecteur, epsilon 1, comme ça, voilà, c'est B1, voilà, fois U1. Voilà. Et le U1 aussi, c'est le U1 local. Hein? Ça, c'est le U1 aussi, c'est le U1 local. C'est-à-dire, dans ce que nous avons fait, c'est-à-dire la numérotation bleue. La numérotation bleue. Voilà. Ça, c'est le U1 local. C'est la numérotation bleue. Absolument. Voilà. Avec cela, on trouve que ça va faire 0,96P et 0. Voilà. Et maintenant, sigma, c'est-à-dire la contrainte, évidemment, est égale à C, hein, c'est-à-dire la matrice que nous avons développée, voilà, multipliée par epsilon 1. Voilà. Et on permet de trouver, ça va faire donc P que multiplie 0, 2, voilà, 1 et 0. Même chose pour epsilon 2, voilà, c'est-à-dire pour le deuxième élément, ça va faire B2, voilà, multiplié par U2. Alors le U2 est également local. Je vais trouver que ça fait la même chose, c'est-à-dire 0, 0,96P et 0. Et la contrainte est la même, c'est-à-dire que sigma 2 sera égal à C fois epsilon 2. Voilà, ça va me faire tout simplement également P que multiplie 0,2, 1 et 0. Absolument. Donc vous voyez que ici, la contrainte et la déformation sont uniformes dans toute la structure, puisque c'est la même chose dans les deux éléments. Voilà. Donc on constate donc que, en simulant, d'accord, l'essai de compression eudométrique, on trouve un champ de déformation et un champ de contrainte uniforme. Alors maintenant, la dernière question, c'est les réactions aux appuis. Les réactions aux appuis. Alors pour les réactions aux appuis, évidemment, les réactions correspondent aux efforts, aux efforts ici qui sont relatifs au degré de liberté imposé. Donc ici, ça veut donc dire que j'aurai 6 réactions d'appui. Ici, j'aurai 6 réactions d'appui. Donc chacun peut les calculer. Voilà. Donc, alors, la première ligne, ça va donner la réaction horizontale d'après. Alors, on peut noter. Pour les réactions aux appuis, ici, la première ligne, ça va vous donner H1, c'est-à-dire la réaction horizontale en 1. OK. La deuxième ligne, ça va vous donner la réaction verticale en 1. On va appeler ça R1.
Voilà. La troisième ligne, ça va vous donner, ici, la troisième ligne, ça va vous donner la réaction horizontale en deux. Voilà. La quatrième ligne, ça doit vous donner la quatrième ligne. Non, c'est-à-dire la ligne, non, pas la quatrième ligne. C'est-à-dire la ligne qui correspond à V3, la ligne qui correspond à U3. La ligne qui correspond à U3, c'est donc la cinquième ligne. C'est la cinquième ligne. La cinquième ligne, ici, ça va donc donner, en fait, H5, si vous voulez. Voilà. Non, comment je note ça? Alors là, donc notons plutôt H3 pour dire que c'est la réaction horizontale du nœud 3. Voilà, ici, ça va vous donner R3. Et ensuite, ici, ça va vous donner H4. Alors, vous allez vérifier que H4 s'oppose à H2, que H1 s'oppose à H3, et que R1 plus R2 donne encore P, pour qu'il y ait équilibre. Voilà. Alors, j'ai les calculs détaillés, je ne sais pas si je les ai ici, je pourrais vous donner. Alors, calcul détaillé. Bon, peu importe, l'essentiel c'est cela. Alors, je n'ai pas le calcul détaillé ici. Je n'ai pas le calcul détaillé ici. Prof, j'ai encore une question là, s'il vous plaît. Oui. Quand nous avons posé les conditions limites, nous sommes allés éliminer les colonnes et les lignes qui correspondaient à ces conditions qui étaient nulles. Absolument. On a obtenu une matrice réduite. Vous avez appelé ça Absolument. KR, vous avez appelé ça K. J'ai vu K avec un indice en haut là, je n'ai pas bien lu l'indice. KR, pour dire justement que c'est réduit. KR, oui. Et le deuxième membre de KR là, je n'ai pas compris ce que vous avez écrit là, pauvre. Le deuxième membre de KR, c'était. Donc ici, on a fait la même chose en éliminant les lignes dans le vecteur force qui correspond aux libertés imposées. Donc, on dit que ici, c'est U1, V1, U2. Tout ça là, on prend donc simplement V2, U3, V3, U4. On prend également V4, tout simplement. C'est pour ça que j'avais ici au second nombre P sur 2 et P sur 2. D'accord, merci, pauvre. Je n'avais pas vu ça. Voilà. Bon, ici, on peut prendre juste peut-être un cas pour faire le calcul, vous allez voir. Ici, par exemple, si je dis H1, c'est la réaction qui correspond à U1, c'est-à-dire la première ligne. Ça va donc faire. Donc, parce qu'on sait que, par définition, RI est égal à KIJ, UJ, moins second membre en I. Voilà. Le second membre, c'est déjà 0, donc ce problème-là est réglé. Donc ici, ça va me faire 1 sur 1,92, voilà, que multiplie. Donc, K11, U1, U1 c'est nul, ça va faire K11, ça va faire 1,4 fois 0, plus 0 fois 0, plus alors là, c'est moins 0,4. Voilà. Donc, moins 0,4. Donc, ici, ça va faire moins 0,4. Donc là, ça c'est U1, V1. Maintenant, je suis à U2. U2, c'est toujours 0. Donc, fois 0. Plus 0,4 fois V2. Et c'est V2 qui est 0,96 P. Voilà. Alors, je suis à V2 plus K1 ici, donc ça va faire moins 1 fois 0 plus 0,2 fois 0 plus 0 fois 0. Maintenant, moins 0,6 fois 0,96 P. Absolument. Donc, voilà un exemple de calcul, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc là, ça vous donne la réaction correspondant à U1 égale à 0. Voilà.
pour faire celle de R1, vous prenez plutôt la deuxième ligne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous faites le calcul et vous allez voir que ces forces s'y proposent, tandis que la somme de ces deux-là ne va pas être. Prof, nous ne voyons plus, hein, s'il vous plaît. Hein? Nous ne voyons plus l'image, la qualité d'image, c'est pas bon. La qualité d'image. Alors, la qualité d'image, bien sûr. Là, là, montrer au moins cette équation. C'est devenu très flou là. On voulait au moins écrire l'équation là. Ah, comme c'est Jean-Paul écrit. Oui. Alors, c'est bon pour l'image? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, j'ai expliqué donc comment vous allez calculer les réactions. Les réactions de liaison, voici la formule. R, I, c'est K, I, J, fois UJ, moins second nombre en I. Et le cas ici, c'est le cas brut. Le cas ici, c'est le cas brut. Donc, supposons que je veux calculer la réaction qui correspond à U1. Vous voyez que U1, c'est la première ligne. Donc, ça veut donc dire que ici, je fais I égale à 1. Et maintenant, J court de 1 jusqu'à l'I. Voilà. Et donc, je prends ceci fois ça, plus 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 ceci fois ça. Tout simplement. D'accord? Et le second nombre en 1, c'est celui-là, il est égal à 0. Donc, voilà le calcul. Donc, vous pouvez faire la même chose pour les autres. Et donc, vérifier. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Ok. Voilà, donc ça c'est la fin. Ça c'est la fin de la 4e session, à moins qu'il y ait des questions. Oui, forcément, il y a une question. Oui. Tout à l'heure, on a calculé epsilon de du premier élément. On n'a pas calculé epsilon du deuxième élément. Si. Voilà, on voit ça au tableau. Voici epsilon 2, c'est égal à B2 fois U2. Mais il faut que ce soit écrit dans le repère local. Je précise bien. D'accord. Et le repère local, c'est ce que nous avons vu en numérotation bleue. La numérotation bleue. Bon, au niveau de sigma 2 là. On trouve la même chose que sigma 1. Et on conclut justement que dans ce problème-ci, les champs de contrainte et de déformation sont uniformes, puisqu'on trouve la même contrainte et la même déformation. Je voulais justement que vous lisiez après le P là, c'est 0,96, 1 et 0. Oh, où ça? Oui, oui, pour les epsilon, c'est 0, 0,96, P et 0. Et pour les sigma? Sigma, c'est P fois 0,21 et 0. Ok, 0,21 et 0. Merci. Absolument. Et c'est la même chose en sigma 1 et sigma 2. Absolument. Je rappelle qu'en réalité, ceci correspond à sigma 1, 1, sigma 2, 2 et sigma 1, 2. Voilà. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de contrainte dans le sens 1. La contrainte est tout simplement verticale et il n'y a pas de cisaillement. Pourquoi alors vous dites que le C, pourquoi vous dites que le C ne doit pas porter l'indice de l'élément? Le C, il est commun aux deux éléments? Oui, bien sûr, puisque le C caractérise le matériau. Le C, c'est le tenseur des modules de l'élasticité. Donc, ça caractérise le matériau. Les éléments 1 et 2 sont faits avec le même matériau. Donc, C est le même pour les deux éléments. Ok. C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Si vous voyez d'autres questions entre-temps, vous posez même sur le site. Et demain, avant que je commence la prochaine session, on répond d'abord à ces questions-là avant de passer. Ouais, pauvre, j'avais une dernière préoccupation là. Hier, vous nous avez dit que les vidéos peuvent être disponibles sur le site. On a passé toute la journée à fouiller. On voudrait savoir si vous pouvez nous donner la possibilité d'avoir accès à ces vidéos-là après que le cours soit terminé. Je vous en prie. Oui, bon, on est en train de réfléchir à la politique.
place. Parce que vous voyez que les vidéos là, ça nous prend le temps pour réaliser. Donc normalement, les gens qui ont suivi le cours, ils ont droit à ces vidéos là. Donc maintenant, les gens qui n'ont pas, les gens qui vont venir par la suite, il ne faut pas qu'ils aient accès. Donc, on va trouver une politique pour vous avantager, vous qui avez suivi le cours, pour que vous ayez accès aux vidéos. Et après, évidemment, on va fermer. D'accord, prof. À quand la prochaine séance de cours? Demain, même heure. D'accord, prof. Bien noté. Merci beaucoup et donc à demain. D'accord, bonne soirée à vous, prof. Merci. Bon, C'était calmé. hein? La 1h30. 1h30. Ok. 90 minutes. 90 minutes. C'est bon. On a compris. Cours. Donc, je peux finir ça.